Merci d'avoir accepté de faire ce live avec moi, Hassan. Je suis ravie de t'avoir et je suis Merci. sûre qu'il y a pas mal de gens qui vont être super intéressés par le thème du jour, l'investissement immobilier. Je vais juste expliquer rapidement avant de commencer. On va faire les choses de manière synthétique pour pas que les gens s'ennuient. On va essayer de tout aborder en, on va dire, 40 minutes si ça te convient. Et en fait, moi, pour expliquer le principe de ces lives, j'étais en train d'expliquer avant que tu te connectes. Donc, en fait, ça s'inscrit dans la stratégie de mon nouveau projet qui s'appelle le diplôme de la vie. Et en fait, le diplôme de la vie, c'est clairement le diplôme de la vie, c'est pour montrer, apporter de la valeur aux gens et leur montrer comment avancer dans la vie, comment réussir leur vie, que ça soit en amour, en investissement, en finance, en carrière, enfin tous les, on va dire tous les aspects de la vie qui nous sont utiles pour avancer, seront abordés dans ce nouveau projet. Et pourquoi je le lance? Parce que moi-même, j'aurais aimé avoir quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux pour pouvoir apprendre et pas qu'un seul sujet, apprendre plusieurs sujets en même temps qui me sont utiles pour pouvoir avancer et réussir ma vie. Donc voilà, pour résumer le contexte et le thème du jour, on va parler investissement immobilier, car moi-même, je me suis intéressée à ce sujet depuis pas mal d'années. Je sais que, on va dire que c'est le concept qui rend les gens heureux, rentiers et riches sur la durée. Et donc pourquoi pas aborder ce sujet aujourd'hui avec notre communauté, enfin nos deux communautés, donc pour leur apporter un peu plus de valeur ajoutée. Moi, j'ai pas mal de questions à te poser, des questions que moi-même j'ai pu rédiger, qui m'intéressent moi personnellement, malgré le fait que je me suis formée en immobilier pendant pas mal d'années. Mais je pense que ce sont des questions qui sont très très intéressantes, même si on va rester un peu en superficiel, on va pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Donc, avant de commencer, on aimerait savoir un peu plus sur toi. Donc, parle-nous de toi, dis-nous comment tout ça a commencé et de ce que tu fais exactement. Je fais beaucoup de choses. Je suis multi-entrepreneur. J'ai beaucoup de sociétés. Je gère beaucoup de sociétés. J'ai toujours été entrepreneur parce que, en fait, si tu veux, pour moi, il y a deux mots qui sont corrélés. C'est investisseur et entrepreneur. C'est deux choses qui vont, à mon sens, de pair. J'ai quasiment pas été salarié de ma vie depuis mes 20 ans, je suis entrepreneur. J'avais auparavant des boutiques de prêt-à-porter. J'ai fait ce que j'appelle moi un diplôme de réussite, c'est-à-dire que j'ai fait trois faillites. Et je me suis reconstruit par le biais de l'immobilier. Ça va bientôt faire 12 ans que j'en ai fait une activité réellement professionnelle. Et, et aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Mais D'accord. ça a mis 12 ans de sacrifices, de longs efforts. Je préfère avertir tout de suite ta communauté parce que c'est des choses qu'on peut entendre à droite et à gauche, que l'immobilier est un vecteur, certes, qui peut être rentable, certes, qui peut générer des gros flux financiers, parce qu'on parle quand même de gros montants lorsqu'on investit, même dans un appartement à 100 000 euros, on parle quand même de gros montants. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra quand même, à minima, beaucoup travailler. D'accord. Donc là, en ce moment, ce que tu fais, c'est que tu continues à investir en immobilier tout en, bien évidemment, formant les gens à investir aussi. C'est ça? Grosso modo, oui. Moi, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. On a une société de bâtiment, je fais de la promotion immobilière, j'investis moi pour mon patrimoine propre. J'ai un hôtel, je suis en train d'en racheter un deuxième. Euh, je fais pas mal de choses. J'ai un réseau de chasseurs immobiliers. Alors, c'est un petit peu comme des agents immobiliers, mais la spécificité d'un chasseur, c'est qu'il cherche pour des investisseurs immobiliers. J'ai un centre de formation, j'ai des conciergeries, enfin, j'ai tout un tas de business qui gravitent surtout et autour de l'immobilier. D'accord. Pourquoi l'immobilier? Parce que quels que soient les leviers que tu pourrais trouver, que ce soit des placements type assurance vie, que ce soit des placements type crypto, que ce soit des placements X ou Y, le meilleur levier, le plus pérenne et le plus sécuritaire est celui de l'immobilier.
en tout cas à mon sens, et c'est dans celui-là que j'investis de manière pleine. Et tu peux nous dire pourquoi justement c'est un investissement pérenne pour toi? Pourquoi tu le considères comme tel? Ben, je vais te faire juste le parallèle avec la banque. Juste simplement en banque, à partir du moment où tu mets de l'argent en banque, c'est de l'argent qui t'appartient plus. Alors si ta communauté, parce que je vois plus les questions, si ta Ah, communauté veut que je développe, j'ai c'est désact- normal? ouais, j'ai désactivé les commentaires, mais on peut les Ok. laisser. Ouais, Ok. au cas où ça permettra de réagir, Ok. pourquoi pas, mais aujourd'hui, quand tu places ton argent en banque, déjà c'est pas rémunérateur, ça faut le Mhm. savoir. Mhm. Parfois c'est même déficitaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui les assurances L'inflation. vie, tu perds de l'argent juste en plaçant de l'argent sur l'assurance vie. Enfin, alors ça dépend quel support, mais comme on va aller sur la surface des choses, on va pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Mais moi, j'ai cette sensation lorsque je mets mon cash dans un bâtiment, un appartement, un immeuble, peu importe. J'ai cette visibilité et du toucher et de me dire, voilà, je vois où est placé mon argent. Et l'avantage aussi de l'immobilier, c'est que tu peux placer des gens, soit des locataires ou des sociétés qui vont te payer un loyer et qui vont justement te ramener ce qu'on va appeler un cash flow et qui va t'enrichir. Très bien. Très clair. On parle souvent de RP, donc résidence principale, d'investissement locatif. Il y a deux écoles, on le sait. Il y a l'école qui dit il faut acheter sa RP en premier et par la suite faire de l'investissement locatif. Et il y a l'autre école qui dit bah faut faire l'inverse. Il faut ne jamais acheter la résidence principale et continuer à louer et acheter pour investir. Que conseilles-tu et pourquoi? Alors déjà, à mon sens, dans l'immobilier, il faut faire très attention parce que, alors c'est un vecteur. Moi, je suis un ancien sur YouTube et sur les réseaux sociaux à parler immobilier. Je dois être un des premiers à parler de tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu très démocratisé sur les réseaux sociaux. Le fait de s'enrichir à travers l'immobilier. Et si tu veux, dans l'immobilier, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de niche, il y a pas de, il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Euh, il est possible que tu aies besoin ou tu aies l'envie de faire de l'investissement locatif et tu vas aller solliciter une banque parce que tu n'as pas le cash suffisant et tu vas aller solliciter une banque pour acheter ton produit locatif et la banque va t'exiger ou en tout cas va vouloir que tu aies ta résidence principale pour pouvoir te financer du locatif. Et ça va être valable dans, je dis une bêtise, à la BNP. Et puis, à contrario, tu vas aller au Crédit du Nord et eux, ils vont te dire l'inverse. Ils vont te dire, oui, mais on vous financera du locatif si vous n'avez pas de RP. En fait, il n'y a pas de règle dans l'immobilier. Il y a une seule et unique règle à respecter, c'est que à chaque investissement, il y a un investisseur qui est derrière et à chaque investisseur, sa manière d'investir. Il y a des bases, si tu veux, d'enrichissement classique à travers le levier qu'est l'immobilier. Mais après, tout va dépendre, si on rentre un tout petit peu sans trop perdre les gens, et j'espère que je ne vais pas perdre les gens dans la technicité, mais l'immobilier, ça se fait au cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, par rapport à ton marché, par rapport aux biens que tu achètes, par rapport à tes revenus, par rapport à tes capitaux, par rapport à ta situation professionnelle, que tu sois en CDI, en CDD, que tu sois entrepreneur. Tu peux pas faire un schéma, on va dire, globalisant en disant, voilà, l'immobilier, c'est ça. Non, l'immobilier, c'est tout un tas de choses et qui s'adaptent en fonction des personnes et aussi des ambitions des personnes. Parce qu'il y a des gens qui veulent, moi ça a été mon cas, devenir très très riche par ce levier. Il y en a d'autres, ça va être pour créer du patrimoine à transmettre à leurs enfants. D'autres, ça va être des compléments de revenus. D'autres, ça va être pour sécuriser une retraite qu'ils n'auront pas de manière générale. De toute façon, en France, c'est déjà acté le fait qu'il y aura plus jamais de retraite, ou en tout cas que les décotes en termes de retraite, elles sont factuelles. Moi, je me suis jamais projeté dans ma vie en me disant à 60, 65 ans, j'attendrai une retraite. J'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai jamais compté là-dessus.
j'ai compté sur mes investissements et c'est beaucoup plus pérenne et beaucoup plus rentable que si j'avais travaillé en tant que salarié pour espérer une retraite divisée par deux, voire par trois. Et, et voilà, je tournais un petit peu en rond, mais tout ça pour te dire que c'est assez, l'immobilier, c'est très, très personnel. Il y a des bases, Mais il y a des règles, mais c'est après très personnel. non, tout à fait. En fait, c'est la différence entre la culture, on va dire, européenne et la culture américaine. C'est que quand on habite aux États-Unis, c'est vrai que depuis qu'on est petit, on nous éduque à, enfin, oui, on les éduque à ne pas avoir, à ne pas dépendre d'une retraite, à ne pas dépendre de l'État. Et c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à dépendre un peu trop de ça et on est dans le confort CDI, métro boulot dodo, et on ne pense pas forcément à l'avenir en nous créant un patrimoine, en investissant, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est tellement important. Moi, de ma propre expérience, on ne m'a pas éduqué comme ça. Donc pareil, on m'a éduqué à avoir un CDI, à attendre ma retraite. Et en m'informant autour de moi et en voyageant à travers le monde, c'est là où j'ai découvert qu'il y a une autre alternative, et notamment les investissements, et notamment l'immobilier. Hassan, moi, de ma propre expérience personnelle, je sais que les banques en ce moment sont très très strictes quand il s'agit de ne pas, enfin ne pas emprunter pour acheter sa RP. Donc ils refusent catégoriquement de prêter de l'argent pour acheter, pour faire de l'investissement locatif. Je sais que c'est au cas par cas. En revanche, toi de ton côté, tu es déjà un investisseur, tu as déjà un patrimoine, donc tu rassures, on va dire, les banques. Mais que conseilles-tu à ces jeunes entrepreneurs qui veulent commencer? Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, tu m'entends. Ça Euh, vaut. Ça a coupé. Du coup, je disais que conseillerais-tu à des jeunes comme des jeunes qui commencent, qui sont intéressés par faire de l'investissement locatif, comment convaincre sa banque aujourd'hui et aller avec un dossier pour faire de l'investissement locatif et non pas pour acheter sa RP? Bon. Euh, Première étape, c'est déjà avoir un minimum d'épargne. Il est vrai que par-ci ou là, sur les réseaux sociaux ou sur des vidéos YouTube, on va pouvoir entendre qu'il est possible d'investir à 110%, etc., etc. C'est vrai, c'est possible. Investissement à 110%, ça veut dire que pour les néophytes, que tu vas en banque, que tu as un salaire de 1 500 euros, on va dire, grosso modo, et que tu vas aller emprunter 80, 100 000 euros à la banque avec tous les frais compris, c'est-à-dire les frais de dossier, les frais de notaire, peut-être les travaux, etc., etc., sans débourser un seul centime. C'est possible. En revanche, c'est une erreur. C'est une erreur pour la simple et bonne raison, c'est qu'un investissement immobilier, on n'est pas sûr. Il y a des aléas, il y a des aléas de vie parce que ça reste un investissement, donc il y a des aléas de risque qui fait qu'il vaut mieux se couvrir avant. Il vaut mieux se couvrir dans le sens où avoir un petit pécule de côté, déjà, ça va protéger l'investisseur au cas où il y a des imprévus, c'est-à-dire que ces travaux durent plus longtemps que prévu, qu'il y a justement des rajouts de travaux, qu'il ne trouve pas un locataire tout de suite, mais le crédit commence à courir. Et puis, si on parle juste de l'aspect bancaire, il y a aussi cet effet de se dire mon banquier il va quand même être plus rassuré s'il voit en moi un bon épargnant. Parce que les banquiers, ce sont des gestionnaires de risque, et ces gestionnaires de risque-là, ils veulent voir si monsieur ou madame tout le monde viennent à eux avec des comptes propres, pas des gens qui, je dis une bêtise, hein, font des paris sportifs, tu as des lignes de paris sportifs sur ton compte, qui dépensent pas plus que ce qu'ils gagnent, qu'ils arrivent un petit peu à épargner, qu'ils aient un petit livret A, des choses qui peuvent rassurer le banquier et qui fait dire au banquier qu'il va te mettre dans ce qu'on appelle le scoring. Et c'est une notation que on a tous en banque qui fait qu'à partir d'un moment donné, tu passes du vert au rouge parce que tu as une gestion de ton compte qui crée en toi une notation auprès des banques. Et mieux tu es noté, plus il y aura de facilité à aller dégainer un investissement locatif. Après, je tiens à préciser, si tu gagnes 1500 euros par mois, il est évident que tu vas pas aller te positionner sur un appartement au premier arrondissement au Louvre de 150 mètres carrés pour acheter un truc à 3 millions d'euros.
et aussi des choses qui vont en corrélation avec ta capacité d'emprunt. D'emprunt, effectivement, tout à fait. Aujourd'hui, on sait que, enfin, si on a envie de vivre de nos investissements, il faut générer un cash flow positif idéalement. Comment, enfin, quelle est ta stratégie justement pour trouver ces biens qui peuvent générer du cash flow positif? Bah déjà, tu aller se positionner très simplement sur un marché où les rendements sont attractifs. Je te parlais tout à l'heure, je t'ai fait la comparaison tout à l'heure sur un appartement à Paris, intramuros, qui plus est, premier arrondissement, un arrondissement avec des prix au mètre carré qui sont très importants. Si tu vas te positionner sur des marchés avec des tickets d'entrée et des rentabilités basses, il est évident que ce sera impossible de générer un cash flow. En revanche, si tu vas te positionner sur des marchés un petit peu type provincial ou, allez, on va dire, grande ville, mais que tu optimises avec stratégie de location courte durée pour aller chercher du rendement, la finalité, c'est qu'à un moment donné, tu vas pouvoir générer du cash flow. Mm. Et c'est de là que ça part, en fait. Mais après, tout le monde a des stratégies complètement différentes. Si tu me dis, bah moi, j'ai 2-3 millions sur mon compte et je cherche à faire du patrimonial parce que, bon, reparlons un petit peu de Paris, j'achète à Paris un appartement qui va me coûter 600 000 euros et j'attends que les Jeux Olympiques se passent et le prix au mètre carré va prendre 25-30%. Et je fais de la pure spéculation et j'attends 3-4 ans que le bien augmente. Et je le revends quand le prix au mètre carré a augmenté. Là, ça peut être aussi intéressant. Mais pour faire du cash flow brut, il faut se positionner sur des marchés qui génèrent des rendements attractifs. D'accord. Et effectivement, enfin, pour un peu Dans les récapituler, détails, et si tu veux que je sois un peu plus non, c'est basique, très bien. tu Là, c'est me très dis. bien. Et moi, je vais essayer de creuser un peu plus. Non, moi, je trouve que c'est très bien. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, effectivement, il y a déjà, il faut savoir, en fait, pour les gens qui nous regardent, moi, quand je voulais faire de l'investissement immobilier, sur Google, on peut trouver, notamment en France, le rendement de chaque ville en France. Et ça, on peut se baser sur ça pour pouvoir choisir la ville où on a envie d'investir. Et effectivement, ça dépend de ta stratégie. Si tu as envie d'investir pour générer du cash flow et être rentier sur le long terme, enfin sur, on va dire, moyen à long terme, il faut choisir des villes, on va dire, comme Béziers, comme Perpignan, comme, enfin des villes un peu provinciales, notamment aussi des villes où on peut faire de la location courte durée, Nice, enfin des villes comme ça. Et si on a envie juste de constituer notre patrimoine et d'attendre 20 ans que l'immobilier augmente et de revendre par la suite, à ce moment-là, ben, on va viser des villes un peu plus, voilà, un peu plus comme Paris. Et tout dépend de la stratégie de chacun, tout dépend. Et moi, je me souviens quand j'avais vu les rendements, c'est-à-dire que l'appartement que je pouvais acheter à Béziers ou même un immeuble, ça coûtait le prix d'un appartement de 30 mètres carrés à Paris et ça pouvait générer plusieurs loyers, notamment 4-5 loyers. Et du coup, on a un cash flow, on va dire, de 1 000 € par mois. Et rien qu'avec ça, on peut devenir rentier, ce qu'on appelle rentier parce que du coup, tout le monde maintenant sur Instagram se veut rentier immobilier. Donc, on va vendre ce côté rentier parce qu'on va gagner 1 500 ou 2 000 € par mois via nos investissements immobiliers. Donc, voilà, c'était pour récapituler tout ça. Moi, j'avais une question pour toi, Hassan. Euh, on va trouver un profil qui a 200K sur son compte bancaire, qui va trouver un appartement ou un studio à 200K. Que conseillerais-tu? Est-ce qu'on achète comptant ou est-ce qu'on fait quand même un prêt à la banque? Et pourquoi? Bah, ça dépend de la stratégie et de tes ambitions. Alors, déjà, au préalable, il y a des gens il y a pas mal de gens, et moi, j'ai accompagné des milliers de personnes depuis le temps que je suis sur Internet, et j'ai vu beaucoup de gens avoir l'envie de vouloir se lancer dans l'investissement immobilier, de vouloir faire de l'immobilier parce que c'était le truc, entre guillemets, à la mode via les réseaux sociaux. Et puis, il y a certaines personnes qui ont usé et abusé du marketing un peu bullshit en mode devient rentier en 6 mois. Et, et si tu veux, il y a des gens qui ne sont pas encore, on va dire, lancés dans cette activité. Et quand ils se lancent, finalement, ils se rendent compte que bah, l'immobilier, c'est pas aussi sexy ça. Faut quand même travailler. C'est pas du passif comme on pourrait te le faire croire. Il y a de la gestion humaine.
il y a la gestion, forcément, s'il y a la gestion humaine, la gestion de problèmes, et puis il y a aussi le fait de savoir gérer des flux financiers. Donc ça, c'est la première des choses. Déjà, la première des choses, c'est de savoir si, c'est fait pour toi. Donc, comment tu sauras si c'est fait pour toi? C'est en te lançant. Maintenant, les stratégies de se dire, est-ce que je me lance au comptant ou est-ce que je me lance avec un effet de levier? Il y a aussi des gens qui, factuellement, ne veulent pas avoir recours aux prêts immobiliers pour des raisons éthiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons personnelles qui leur appartiennent et qui ne veulent pas passer par un prêt immobilier. Donc, investir le cash qu'ils ont dans un bien qui va leur ramener des rentes sans avoir de crédit, ça peut être aussi très intéressant pour la simple et bonne raison, c'est que là, pour le coup, c'est du loyer plein. C'est-à-dire que tu es propriétaire de plein droit et tu reçois des loyers pleins. Ça peut être très intéressant. Néanmoins, tu as immobilisé ton argent et la progression après, sans l'effet de levier et sans l'aide du crédit, bah, va faire en sorte que tu vas être bloqué. À un moment donné, il faudra que tu recrées du cash, peut-être par des structures, des sociétés ou de l'épargne que tu vas constituer, mais ça mettra forcément un petit peu plus de temps. Sans une aide financière, à moins que tu sois fils ou fille d'héritier, c'est beaucoup plus compliqué de se développer financièrement. Donc après, ça dépend de la stratégie. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise stratégie. Si demain tu me dis, moi j'ai besoin de 2 000 € par mois pour Vivre. vivre ma vie, payer mes charges et puis être heureux ou heureuse, peu importe, et que ça me suffit et que tu as investi dans un immeuble de rapport qui t'aura coûté 200 000 € et que tous les mois, tu as un rapport à 10%, je fais des chiffres grosso modo, mais qui va te ramener ces 2 000 € par mois de rente. Mm. Et que ça te suffit, bah fais-le, Bah oui. fais-le. Mm. En revanche, si tu me dis, bah moi, c'est pas 2 000, mais c'est peut-être 10 000, 15 000, 100 000 € par mois de cash flow, bah, va falloir user et trouver des stratégies qui sont complètement différentes et utiliser peut-être des partenaires. Alors, ça peut être l'effet de levier bancaire, mais aujourd'hui, tu peux aussi constituer une SCI en utilisant des plateformes de crowdfunding et autres leviers comme ça, ou en t'associant avec des gens où toi, tu vas amener des compétences et eux vont amener des finances. Donc, Mm. ça peut être aussi tout un tas de stratégies pour aller chercher ou en tout cas soulever de l'argent pour acheter de l'immobilier. Tu peux nous raconter, moi je suis curieuse hein, personnellement, nous raconter ton premier investissement immobilier. Comment ça s'est passé? Quel était le déclic? À quel âge? Comment tu l'as fait? Moi je suis assez curieuse de savoir. À quel âge? À 8 ans à peu près. Donc sur le tard finalement, parce que si dans ta communauté, il y a beaucoup de gens qui ont 20 ans, 18 ans, Ma communauté ou, c'est entre 25 et 45 on va dire. Donc on est dans la... plus vous êtes jeune, plus il faut investir. Parce C'est ça. que l'immobilier, c'est une question de temps. Mm. Et en fait, tu deviens riche avec le temps, avec cet effet de levier. Et moi, en ce qui me concerne, c'était un peu délicat parce que je venais de fermer mes boutiques, j'étais à poil complet, j'avais plus une thune. Et avec mon épouse, on a acheté une toute petite maison. Alors, moi, j'ai un marché atypique. Je suis sur un marché de province avec des forts rendements, avec du fort cash flow, etc. Et on a acheté une petite maison une petite 50 mètres carrés. On a dû l'acheter 35 000 €. On a fait 20 000 € de rénovation à l'intérieur et on l'a revendu très rapidement en résidence principale et on a fait un bénéfice net de 20 000 €. Donc, vu que la première affaire s'est plutôt bien passée et que pour moi, 20 000 € à l'époque, ça représentait une somme colossale parce que à cette époque, j'étais au RSA. Alors, j'ai pas investi avec du RSA, parce qu'avec investir avec du RSA, aucune banque n'allait nous Mm. aider. Mais j'avais un petit pécule, il me restait 10 000 € que j'avais mis sous mon matelas, il me restait un petit peu ça. Puis ma femme, elle avait un salaire de 1 300 à l'époque. Et c'est ce qui a permis qu'on se lance et qu'on fasse ce premier investissement. Et ce premier investissement a généré 20 000 €. Et à partir de là,
je m'y suis mis à corps et âme dans cette activité et cette activité, j'en ai fait une professionnalisation, si tu veux. D'accord. Donc, tu étais plus centré sur acheter, rénover et revendre, plutôt que acheter, Ouais. faire. Les deux, D'accord. les deux, D'accord. parce que les deux s'associent parfaitement. Les deux s'associent parfaitement pour la simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui j'ai un très très gros patrimoine et j'ai quasiment pas de dette. Ok. Parce que justement, j'ai associé ces Ouais. deux leviers d'avoir du cash flow, qui est très important, qui est beaucoup plus important que le cash, mais je générais aussi beaucoup de cash parce que je faisais La beaucoup plus-value. d'opérations Mm, de plus-value. mm, Exactement. mm. Très intéressant. Et du coup, tu nous as parlé, enfin, tu m'as parlé ou tu nous as parlé de l'aspect humain. Et clairement, c'est l'aspect qui fait le plus peur, de faire louer son appartement par des inconnus. On arrive à se baser que sur un dossier, que sur des papiers. Comment bien choisir ses locataires? Pour toi, quels sont les trois critères clés sur lesquels on peut se baser pour bien choisir ses locataires et ne pas avoir des impayés, etc. On peut parler aussi de l'assurance de loyer impayé, des choses comme ça qui peuvent nous rassurer. Mais quels seraient, on va dire, les trois critères clés pour toi? Pour moi, déjà, à la base, un bon locataire, c'est un locataire qui paye. Oui, c'est le seul Donc critère. déjà, c'est le premier des critères. Mais comment La savoir qu'il va première des payer? choses, ouais, mais la première des choses déjà, c'est pas de se laisser avoir par les apparences, de pas avoir de jugement de valeur. De pas avoir de jugement de valeur. J'ai souvent raconté cette anecdote, enfin ces deux anecdotes, si ça vous intéresse, je peux vous les raconter. J'avais une personne, alors j'ai eu deux exemples. Une personne qui était tatoué de partout du corps, des piercings, des machins, des ceci, des cela, et qui a installé dans un de mes appartements un vivarium. Et c'est quelqu'un qui m'a payé rubis sur l'ongle, qui m'a rendu plus propre encore l'appartement que lorsque je lui avais concédé, et c'était un locataire exemplaire. Et pourtant, bah, tu vois, c'est ce genre de personne qui, je pense, de Hmm. prime abord, doit être jugé par son physique ou ce genre de considération que tu dois pas prendre en compte lorsque tu recrutes un locataire. Et à contrario, j'ai eu une autre personne qui s'était présentée à moi pour un appartement avec tout l'attirail de la dame très classe, très bourgeoise, avec le sac Chanel, etc., etc. Le premier mois, c'était déjà de l'impayé. Donc déjà, première des choses, faire très attention et ne pas juger les gens à travers leurs apparences. La deuxième des choses, c'est si vous n'êtes pas fait pour ça, bah, faut le déléguer. Faut le déléguer à une agence. Mais en contrepartie, il faut quand même surveiller l'agence parce que l'agence, Ouais, ça se loue, c'est bien, ça se loue pas, ça change c'est rien à pareil. leur vie. Hmm. Donc il faut quand même surveiller ses biens à travers l'agence. Et puis si on est un peu comme moi, parce que moi je suis pas très, comment te dire, je suis un peu extrême dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que si un locataire finalement me touche et puis finit par me jouer du violon en me disant mon chat est malade et je peux pas payer le loyer, je vais peut-être être touché et je vais finalement accepter qu'il ne paye pas le loyer. Donc c'est pour ça que je passe moi par des prestataires qui s'occupent de mes locataires et à contrario, je peux vriller et puis le jeter par la bon, c'est pas filmé ça, mais c'est pour ça que quand tu sais pas faire, Ouais, faut tu le déléguer. délègues Hmm. à quelqu'un qui sait faire. Hmm. Moi, là, ce genre de relation humaine avec le locataire, je sais pas faire. Hmm. Donc, je délègue cette prestation. Donc, bien Et évidemment, après, tu en as parlé tout à l'heure, excuse-moi de te couper, mais tu en as ouais, parlé tout à l'heure. Après, c'est très simple, c'est factuel. Tu peux prendre un garant, tu peux prendre une garantie de loyer impayé. Aujourd'hui, ils ont créé une assurance étatique qui s'appelle Visal, qui garantit aussi des gens qui sont pas avec des super revenus, mais en même temps donné qui te couvrent bien toi en tant que propriétaire. Et puis, il faut rassurer aussi quand même un petit peu les gens. hmm. Ça représente que 2% de la population, Bien sûr. on va dire française, les gens Hmm. qui payent pas leur loyer. Hmm. Et puis les lois, elles ont changé. Quand tu loues Ouais. en meublé,
Il est très facile de rompre le bail et de mettre dehors quelqu'un. Avant, moi, quand j'ai commencé l'immobilier, il n'y avait pas la loi sur le squattage qui est passée. Moi, je me suis retrouvé une fois à acheter un bâtiment et ce bâtiment a été squatté par des personnes qui étaient sans abri. Et donc là, tu te retrouves dans une difficulté quand même très complexe parce que finalement, ils squattaient, ils étaient chez eux à cette époque. Pourtant, c'était mon bien. Mm. Maintenant, les lois, elles ont changé, mais très peu de gens payent pas leur loyer finalement parce Mm. que les gens, ils ont quand même cette sensation de se dire c'est important de payer son loyer, c'est quelque Mm. chose. Il y a des gens qui préfèrent payer leur loyer que de bouffer Mm. C'est une parce que dépense obligatoire. Mm. ouais, faut se loger, faut avoir un toit sous la tête et voilà. Puis après, quand tu fais des appartements et des logements de qualité, bah, Mm. 99% du temps, les gens sont contents d'être dans tes logements, de les entretenir et ils payent sans Mm. aucun problème. Bah, l'idéal serait bien évidemment de déléguer et de prendre en considération cette dépense dans le cash flow pour pouvoir vraiment compenser les dépenses. Car, comme tu dis, quand tu investis, tu as envie d'avoir un revenu passif et une tranquillité d'esprit. Et donc, si tu dois gérer l'aspect humain, aller toquer, est-ce que tu as payé ton loyer, l'appeler tous les 30 du Après, mois, il y a des gens qui aiment faire ça, hein. il y Il a y a des des gens gens qui qui aiment aiment faire faire ça, ça. mais moi je pense que je suis comme toi. Voilà, je préfère tout déléguer plutôt que. Mais c'est vrai que c'est compliqué C'est un quand on métier. est. C'est un métier à temps plein et ça de un et de deux, c'est vrai que c'est compliqué parfois quand tu commences à faire tes comptes et que tu as que 100 euros de cash flow, mais il faut que tu prennes en considération les fuites qui peuvent arriver, je sais pas, enfin comme tu dis, l'agence immobilière, les impôts, les trucs. Enfin, ça peut vite partir quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite une petite réflexion, mais en même temps, c'est comme tu l'as bien résumé, c'est soit c'est fait pour toi, soit c'est pas fait pour toi, et c'est à toi de faire ce choix. Hassan, comment tu fais pour trouver des biens qu'on appelle bonne affaire? Car clairement, on sait que quand c'est sur les sites, ce n'est plus une bonne affaire. Quelle est ta stratégie pour trouver les bonnes affaires? Euh, ça va pas s'adapter à un investisseur lambda, ce que je vais vous dire, parce que finalement, moi, c'est mon métier justement de la dénicher et de la détecter. Et quand je te dis c'est mon métier, c'est parce que, par exemple, sur mon marché, j'ai poussé quasiment toutes les portes de la ville. Donc mon marché, je le connais par cœur, mon réseau, je l'entretiens. Alors il y a ça aussi, donc ça peut être un levier intéressant, c'est justement d'avoir un réseau. Et puis il y a quelque chose que j'ai développé aussi, c'est que quand j'achète un bien. C'est-à-dire, enfin, je m'explique. Quand je signe un compromis, je vais systématiquement au bout. J'achète le bien. Et donc, si tu veux, ça crée quand même cette notion de cet investisseur, cet entrepreneur qui achète de l'immobilier, il est sérieux. Et puis, quand j'achète souvent, et plus ça va dans le temps, plus les choses évoluent de ce sens-là, j'achète souvent cash. Donc, vu que j'achète cash, c'est souvent des professionnels du secteur, des notaires, ou en tout cas, mon nom, entre guillemets, est reconnu parce que on sait que s'il y a un bien à liquider rapidement ou à faire partir rapidement, une succession à reprendre, et que au lieu que ça traîne sur le marché, on sait que bah, en m'appelant, je vais venir, je vais regarder en 5 minutes, je vais pouvoir me positionner, puis je vais dire je vais l'acheter cash, ce qui va rassurer également le vendeur parce qu'il va se dire bon bah lui, je suis sûr d'avoir vendu mon bien. Donc on m'a fait au fur et à mesure des années Mm. passer devant entre guillemets devant les autres parce que j'étais une assurance de bien vendu. Mais c'est surtout ouais, se constituer un réseau. Un Moi, réseau. j'ai commencé par Mm. là. J'ai Mm. commencé par me constituer un réseau, de rencontrer tout un tas de professionnels de ce secteur. Et puis parfois, tu sais, la bonne affaire, elle est toute bête. La bonne Mm. affaire, elle est parfois même sur le bon coin, elle est parfois sur PAP. Et on n'y pense pas, mais la bonne affaire, elle se crée aussi par le fait d'être un bon négociateur.
Mm. Parce que un bien qui va être affiché 100 000 euros, il suffit d'envoyer 3 coups de 12 en négociation et puis ça peut finir à 40 000 euros et tu as peut-être bien réalisé un bon coup immobilier. Donc ça peut se faire aussi par ce levier-là. Ça peut se faire aussi, et ça se fait surtout aussi, parce que la majorité des transactions, elles se font aussi dans ton périmètre et dans ton environnement. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, tu habites un village, une ville, va dans ton quartier, balade-toi, tape aux portes, va au bistrot d'à côté, discute avec les gens, prospecte, demande si tel et tel bâtiment est pas à vendre. Quand on voit un qui est un peu défraîchi avec des volets un peu moisis, va te renseigner au centre des impôts, essaie de trouver les propriétaires, va discuter avec la voisine. Les gens adorent parler. Mm. Les voisins, les voisines, ils adorent raconter les histoires des maisons qui sont un petit peu abandonnées. Et puis après, c'est très facile justement de rentrer en contact peut-être avec les héritiers, Mm. les propriétaires, et puis de proposer de racheter des biens. On m'a toujours dit, c'est marrant, on m'a toujours dit, sois copine avec la voisine qui est toujours assise dans son balcon, qui est très vieille, retraitée, veuve, Tu dis, qui ouais. n'a rien à faire. Elle connaît toutes Hmm. les histoires du Ah quartier. ouais. Et c'est avec elle qu'il faut être ami, quoi. Ou Donc, le, ou le, ou le, ou ou le le bar, gardien. le Ouais, barman, ouais, le barman du quartier. C'est des gens qui font très attention aux histoires et aux vies des autres. c'est ça. À partir du moment où toi, tu laisses traîner ton oreille dans ce domaine qui t'intéresse, bon, après, forcément, tu arrives Mm. à dénicher des bonnes affaires. Ou après, là, je prêche pour ma paroisse. Après, sinon, tu confies, parce que si tu n'as pas ce temps à donner, bah, tu confies ça à un chasseur immobilier qui est spécialisé justement dans la chasse et dans la traque de biens à haute rentabilité. Et là, pour le coup, après, il fera le travail pour toi. Mm. Non, mais c'est très intéressant. Hassan, j'ai une dernière question à te poser. Par la suite, on va laisser du coup les personnes nous poser des questions. J'ai réactivé les commentaires, comme ça, si vous voulez nous poser des questions, donc vous pouvez. Moi, j'ai une dernière question, enfin deux questions. Euh, Pourquoi il est important, enfin, je sais pas si pour toi c'est important, mais à mon sens, je trouve que c'est important de se former avant de se lancer. Pourquoi? Et en même temps, parle-nous un peu de ce que tu fais, si tu as des formations, des séminaires, comment toi tu aides les gens qui souhaitent investir. Comme ça, bah, du coup, s'il y a des personnes intéressées, elles peuvent te contacter après ce live. Moi, je fais de la boxe. Alors, je suis pas Floyd Mayweather, hein. Mais je fais de la boxe parce que j'aime ce sport. Mais si tu n'as jamais fait de boxe et que tu montes sur un ring contre un champion de boxe, tu vas finir dans un sale état. Et en fait, demain, c'est le même principe. Si tu te lances dans cette activité de l'investissement, tu risques à un moment donné de te ramasser peut-être un mur. On ne parle pas de petites sommes. Même 50 000, 60 000, 70 000 euros, pour moi, c'est des grosses sommes. Après, c'est relatif à tout à chacun, mais ça reste des grosses sommes. Si tu as ces prêts, que tu gagnes 1000, 1200, 1300 euros et que tu commences à cumuler des prêts immobiliers qui sont pas rentables, qui sont mal choisis parce que l'emplacement n'est pas bon, parce que l'orientation du bien n'est pas bonne, parce que le choix des locataires n'est pas bon, parce que finalement, tu as fait ça sans rien y connaître, juste parce que tu t'es dit, tiens, pourquoi pas? Tu risques d'aller vers de grosses déconvenues. Parce qu'à un moment donné, l'immobilier comme ça, virtuellement, c'est très très beau. En te disant, j'achète un bien, j'ai 500 euros de crédit, je vais le louer 1000 euros, j'ai 500 euros de cash flow. La vérité, c'est que si en face de toi, il n'y a pas de locataire, tu as 500 euros de crédit pour ta pomme. Ouais. Donc ça, c'est la vérité. Et à partir de ce postulat-là, faut te dire que bah, qu'est-ce qui va te faire gagner, un, du temps et de l'argent? Bah, c'est des gens qui en savent un tout petit peu plus que toi. Alors après, c'est comme tout, des formations, des formateurs, tout un tas de vidéos. Tu peux te former à la façon. Moi, si tu veux déjà, je force jamais les personnes. On propose des séminaires. On a un centre de formation là qui va s'ouvrir très prochainement, qui sera en plus de ça
ce qu'on appelle Calliope, validé par l'État. Les gens qui sont du CPF, ils pourront utiliser leur compte CPF et puis se former gratuitement par un organisme professionnel. Mais tu peux venir à mes événements. Mais si tu veux, je force jamais la vente. Je force jamais la vente des programmes que je fais. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a déjà beaucoup de monde qui viennent. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est que il suffit de, si tu veux choisir entre guillemets un bon formateur, il suffit de regarder un petit peu tout ce qui se fait, quel que soit le domaine. Si tu regardes du dev perso, si tu regardes de la bourse, il faut que tu choisisses le formateur qui fait écho en toi, Ouais. qui fait écho en toi. C'est-à-dire que si tu choisis un formateur parce que tu as envie de réaliser des choses qui font résonance avec ce que le formateur te dit, bah, c'est vers lui qu'il faut aller. Mais si tu as un doute du formateur et par son expérience et par rapport à ce qu'il donne comme conseil, bah, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute et qu'il faut pas aller vers lui. Alors, oui, actuellement, on fait un séminaire qui va être, d'ailleurs, où tu es convié, C'est gentil. un séminaire qui sera sur Paris Ouais. le 27 novembre. C'est un séminaire vraiment dédié à l'investissement immobilier où il n'y a que des professionnels de l'immobilier. C'est des notaires, des courtiers, des avocats. Ce sont mes réseaux de partenaires liés à mes investissements qui viennent, entre guillemets, donner une journée de formation complète. Alors, ce qui est intéressant avec un séminaire, c'est c'est surtout l'ambiance, en fait. Mm. L'ambiance Et le d'être réseau. Mm. le réseau, Mhm, exactement, mais mhm. aussi l'ambiance d'être avec des gens qui partagent un petit peu ton état d'esprit, si tu veux, sur le moment, parce que bah, peut-être que toi, enfin, quand je dis toi, c'est de manière Ouais. générale, monsieur et madame tout le monde, ils ont une vie très banale, tu travailles dans un bureau, à la machine à café, tu parles de tout et de rien, peut-être que tu as des envies d'améliorer ton confort de vie, ou tu as envie de te lancer dans cette activité, ou comme je te dis, de générer des revenus supplémentaires, puis tu parles de ça à Michel, en train de boire ton café, lui, il connaît rien, il donne son avis alors qu'il connaît rien, il va peut-être même encore te décourager en te disant, bah non, si tu investis, il va t'arriver des problèmes, et patati et patata. Alors que là, tu vas te retrouver avec des centaines de personnes dans un événement qui partagent le même état d'esprit, de vouloir transformer leur vie, améliorer leur confort, et puis passer à l'action en faisant des investissements. Mm. Et peut-être que ça va déclencher, et ça, et souvent, parce que je suis déjà à mon septième événement, ça déclenche souvent aussi un engouement chez des gens qui sont Mm. primo-investisseurs et qui se disent et pourquoi pas moi? Mm. Ouais, effectivement, on s'inspire de, on va dire, des histoires des autres et c'est là où ça nous donne la niaque de se lancer. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. C'est vraiment en m'entourant des gens qui ont fait mieux que moi et bah ça me donne la motivation de faire des choses aussi parce que voilà, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. On a juste quelques questions, Hassan. On va répondre rapidement. Alors, il y a une question, je peux limite répondre et tu me dis si j'ai tort ou raison. Les Euh, questions, hein. C'est normal? tu ne vois pas les questions? Non. Ah, moi je les vois, mais alors je vais les lire comme ça. Bah alors une personne qui demande s'il y a une préférence entre chauffage collectif et chauffage individuel. Alors ça c'est une question très très spécifique, mais ce que je peux te dire c'est que le chauffage collectif en gros c'est toi qui payes les charges, mais du coup tu peux les inclure dans le loyer du locataire. Le chauffage individuel c'est le locataire qui paye ça individuel, enfin indépendamment des charges qu'il va te payer. Je ne Ça va sais pas. dépendre aussi du type de location que tu vas faire. Si tu fais de la LCD, des locations courte Exactement, durée, tu vas devoir exactement. payer les charges inhérentes au logement. Mm, Donc ça dépend aussi de l'exploitation que tu vas faire. Il n'y a pas une mm, préférence. Moi, j'ai tout type de biens en fait. J'ai des biens qui sont alors ce qu'on appelle en nu, où c'est pas meublé à l'intérieur, ce sont des maisons, ce sont des pavillons où les locataires payent leur eau, leur électricité, etc. Et puis aussi des appartements que j'ai mis en location courte durée. Et là, pour le coup, ce sont mes sociétés qui prennent à charge l'eau, l'électricité et le mm. chauffage.
Ok. Non, mais tout à fait, ça dépend vraiment. Donc, il y a une question qui est assez intéressante, je trouve, parce que même moi, je suis un peu curieuse de savoir, quel est ton avis sur le bail commercial? Est-ce que tu es pour ou contre? Est-ce que tu en as, toi, de ton côté? Est-ce que c'est un bon investissement d'avoir un bail commercial? C'est un très bon investissement, le bail commercial, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, c'est des revenus qui sont plus intéressants qu'un loyer dit classique. Mhm. C'est des baux qui sont assez protégés, alors dans un sens comme dans un autre, du côté du propriétaire, mais également du côté du locataire, avec un bail 369. Là où il faut pas se gourer dans un bail commercial, c'est le locataire que tu as mis en place. Mm. Si le locataire il fait faillite dans ton local et qu'il est en procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, ça peut durer 3 ans sans qu'il te paye le moindre centime dans ton logement, enfin Ouais. dans ton commerce. Mais comme je te dis, les gens payent de manière générale. Donc après, il faut pas partir en mode angoisse. Un bail Mm. commercial, oui, c'est la même chose c'est de l'immobilier en fait. Comme je te dis, il y a pas, Il n'y a pas de j'ai mauvaise commencé affaire, par quoi. ça. Mm. Ouais, j'ai commencé par ça. Il n'y a pas de niche dans l'immobilier. Il n'y a pas une préférence pour la location courte durée. Il n'y a pas une préférence pour. Il y a ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Mm. Non, non, Et tout à donc, fait. ça va dépendre de l'investissement que tu as en face de toi. Ok. Il y a une autre jeune femme qui pose la question, que penses-tu de l'achat aux enchères? C'est vrai qu'on en voit enfin, on en voit pas mal. Est-ce que tu en as déjà fait, toi, de... J'en ai fait plusieurs. La vente aux enchères, c'est intéressant. À mon sens, c'est intéressant. Alors, avec mon recul et mon avis, c'est intéressant si le ticket d'entrée est assez haut. Je Mhm. m'explique. La vente aux enchères sur un appartement qui débute à 40 000 euros, tu vas être 50 dans la salle et puis l'enchère, elle va monter. Et puis le problème des enchères, c'est qu'il y a cette sensation de jeu. Mhm. Et les gens, il y a l'ego qui se met en place et les gens montent juste pour gagner. Juste pour gagner et du coup, le prix s'envole. Alors, c'est Mhm. tout bénéf pour le vendeur, parce que moi, j'ai déjà aussi vendu des biens en enchères et tu fais des bons coups en faisant ça. Mais là où c'est intéressant, c'est par exemple quand tu vas en enchère sur un appartement parisien où le ticket d'entrée commence à 600, 700 000 euros, tu as moins de monde. T'as moins de Mhm. monde et ça s'envole moins. Donc ça sera ma réponse, c'est que c'est pareil, c'est un des endroits où peut-être tu trouveras une bonne affaire, mais au même titre que tu trouveras peut-être une bonne affaire sur le Bon Coin. Il n'y a pas une spécificité, une spécialité. Faut faire absolument que de l'enchère, que de l'enchère, que de l'enchère. Mhm. Pas Ça forcément. dépend. Il y a des enchères qui finissent où d'un bien qui était intéressant et attractif devient un bien complètement foireux parce que tout le monde a fait péter le prix. Mhm. Non, comme tu Tu dis, vois? par ego, quoi. Mhm. C'est Ouais, c'est dommage. ça. Mhm. D'accord, très intéressant. Alors, une personne qui demande, la demande locative est-elle encore suffisamment importante ou l'offre l'a emporté, ce qui était le cas dernièrement par rapport au confinement? Ça fait partie, je sais plus comment on appelle ça. Alors j'ai peut-être dit une bêtise, la pyramide de Maslow ou non pas la pyramide de Maslow, c'est les besoins sont casse ou je sais plus, un truc comme ça que j'avais appris en BTS à l'époque. Mais le besoin de se loger, il Il est existe, essentiel. hein. Mhm. Il est essentiel. Et puis, de toute façon, enfin, je veux dire, c'est tristement factuel, mais il y a encore des gens qui dorment dehors dans ce pays. Pourtant, c'est un pays très riche, la France. Mhm. Donc c'est qu'il y a forcément peut-être pas assez de logements pour assez de personnes, où il y a une problématique peut-être un peu plus politique, et là, ce serait un débat sur lequel on n'a pas de raison de rentrer, mais moi, j'ai jamais ressenti cette crainte de me dire je vais pas louer. Mm. Le seul, enfin, on va dire le seul aspect que moi, enfin, qu'on a tous remarqué, c'est qu'avec le confinement, les personnes maintenant vont plus migrer vers la province pour avoir plus grand, avec le télétravail, etc. Ça va leur permettre du coup de s'éloigner un peu des grandes villes. C'est un peu le seul aspect que qu'on a un peu Ouais. remarqué. Mais sinon, la demande y est. Enfin, moi, à mon sens, elle y est encore, quoi.
pour moi, ça a été un effet. Le Covid a bouleversé certaines choses, mais au même titre que plein de gens se sont mis en mode télétravail, etc. Mm. Et moi, j'ai beaucoup de salariés et je les ai mis, certains et certaines, en télétravail. Et finalement, ils avaient qu'une hâte, c'était de se retrouver et de retrouver l'échange humain. Mm. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi cette chute vertigineuse de l'immobilier bureau qui, à mon sens, va reprendre dans les mois à venir parce que, et au même titre, là, j'ouvre un restaurant, les banques n'y croient absolument pas, je fais sans financement bancaire parce qu'ils ont tous fermé les vannes après Covid sur les restaurants. Mais ça va revenir Mm. finalement les gens ont pris des dispositions pendant cette pandémie, mais ils ont tous souffert de ce côté proximité, de se retrouver de manière physique. Mm. Oui, il y a eu une forte hausse de résidences secondaires. Il y a eu énormément de transactions qui se sont faites sur ce principe-là, de gens qui ont migré des villes, avoir un peu d'air, etc., etc. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui suivait son cours déjà depuis bien avant le Covid. Il y a aussi le littoral qui a pris à peu près 17% d'augmentation. Mais après, c'est comme tout, en fait, de ce que je veux dire, c'est que l'immobilier, il faut s'adapter. Mm. Faut avoir deux qualités, adaptable et malléable. C'est-à-dire qu'un marché bouge, faut bouger avec lui. Une tendance évolue, il faut suivre cette tendance. L'immobilier, c'est des affaires, hein. Mm. Il n'y a rien de figé dans le temps, ni ta fiscalité, ni ton bien. C'est pas parce que tu as signé un prêt immobilier d'un appartement pour de la location sur 20 ans que tu es obligé de garder l'appartement sur 20 ans. Que tu Ouais, vas le tout à garder fait. que 6 mois et tu vas le revendre et tu vas générer une plus-value. Mm. Donc, c'est pas binaire en fait. Mm. C'est pas binaire. Il faut juste Euh, s'adapter et puis bouger en fonction des évolutions de marché. Ouais, tout à fait. Et alors, une dernière question qui a été posée quand même par quatre personnes qui demandent en fait enfin, c'est des débutants en investissement et ils souhaitent savoir si c'est une bonne idée d'investir en dehors de leur ville où ils résident et comment choisir du coup l'emplacement slash la ville. On a parlé de rendement il y a quelques minutes. Donc, le rendement, on va dire que c'est un des critères clés pour choisir la ville où on a envie d'investir. Mais la question, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans une ville qu'on ne connaît pas? Quelle serait la stratégie? Oui, alors les gens qui vont te dire il faut que tu investisses à côté de chez toi parce que c'est l'endroit que tu connais le mieux, c'est des gens qui sont dans une logique il va falloir que tu connaisses par cœur ton marché. Mm. Et les acteurs sociaux de ton marché, etc. Maintenant, demain, tu as un CDI et tu travailles 40-45 heures par semaine, bah, peut-être que tu n'as pas le temps de passer justement ton temps à connaître un marché, etc., etc. Et cetera. Et en plus, peut-être que là où tu vis, ce marché n'est pas en adéquation avec tes ressources pour lequel tu vas pouvoir acheter des biens et créer du rendement et donc du cash flow. Mm. Je vais te résumer le truc rapidement. Ils ont qu'à passer par moi. Je suis sur un marché à fort rendement. Je leur trouve des biens. Et puis, on a tout un service sur place avec notre entreprise de bâtiment qui rénove et puis notre service de conciergerie qui s'occupe de la location, soit courte durée, soit location classique. Et donc, tu n'as rien à faire si ce n'est juste aller en banque et soulever un prêt immobilier. Moi, j'accompagne des clients. En tout cas, je leur trouve des biens sur mon marché. Certains habitent en Thaïlande, donc si tu veux, ils sont pas tout près. Je suis dans le nord de la France, ils habitent en Thaïlande, d'autres habitent sur Nîmes, d'autres habitent sur Marseille, et ils investissent avec moi sur un marché qui est d'une ville de 80 000 habitants, et c'est tout. C'est pas une, c'est une question de trouver le bon bien au bon Mm. emplacement avec un marché qui te permet de générer. Bah, en tout cas, Hassan, moi, je suis très intéressée, donc je vais passer par toi. Vu, vu que j'habite à Barcelone, ça peut être pas mal du coup de continuer les investissements en France via tes entreprises. On en reparlera. Il y a pas mal de gens qui posent des questions sur tes séminaires. Alors je vous prie de suivre du coup le pro de l'IMO sur Insta pour avoir plus d'informations sur tout ce qui est séminaire. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire. Et si, les liens sont dans la bio pour le séminaire, ils peuvent réserver encore.
plus pendant beaucoup de temps parce que là, on laisse les places tourner parce qu'on a une jauge où l'hôtel nous permet de prendre 25% de personnes en plus. On était limité à 150 personnes et là, on continue à vendre les places, mais on est complet en fait. Ok. Mais en tout cas, ils peuvent réserver encore pendant quelques jours. Donc, c'est le 27 novembre, c'est ça? C'est ça, Ok, absolument. parfait. Bah, moi, j'y serai. Donc, vous allez Mhm. rencontrer Hassan et Zi en même temps. Donc, comme ça, voilà, comme ça, vous avez toutes les informations. Et il demande est-ce qu'il y a des séminaires en ligne ou c'est que physique? Non, c'est C'est que physique. j'ai jamais voulu faire des séminaires en ligne parce que s'il il y a pas l'énergie. Ok, c'est pas la même énergie. Ok, c'est Non, ça n'a rien à compréhensible. voir. En tout cas, c'était très intéressant, que ce soit pour moi ou pour ma communauté. On n'a que de bons retours maintenant sur les commentaires. Moi, je vais partager ce live, comme ça, bah, les gens qui l'ont raté, ils peuvent le revoir. Le live restera sur le profil 24 heures, il me semble, donc jusqu'à demain. Et par la suite, moi, je vais le poster sur l'Insta, le diplôme de la vie. Comme ça, vous pouvez le revisionner si vous êtes intéressé. Et si vous avez enfin, peu importe la question, vous pouvez la poser à Hassan directement sur son Instagram, notamment par rapport au séminaire et par rapport à ces entreprises si vous voulez investir en France. Merci C'est beaucoup ça. Hassan pour ce live. Merci à toi. Merci pour ton temps. Bah, du coup, on restera en contact pour Exact. pour les prochaines Pour étapes, faire ok? des affaires, C'est on ça, va faire des exactement. affaires. Exactement. Je te Allez, bonne remercie. soirée. Merci tout le monde et à Merci. bientôt.